Alors, la sémiologie pondérale. Généralité, le corps est constitué de 4 secteurs principaux. Le tissu de soutien, constitué du squelette et du tissu conjonctif. Le tissu adipeux, dont il représente 15 à 20% du poids corporel chez l'homme, de 25 à 30% du poids corporel chez la femme. La masse active représentée par les muscles, les parenchymes et les cellules, et le liquide extracellulaire. Le liquide intracellulaire est compris dans la masse active, à l'intérieur des cellules. Le poids normal, les secteurs, donc ces 4 secteurs qui constituent le corps, sont en proportion définie. Par exemple, on a parlé par rapport au tissu adipeux, on a dit qu'il représente de 15 à 20% du poids corporel. Si on parle de liquide extracellulaire et de l'eau, on a dit qu'il représente 60% du poids corporel. D'accord, vous avez compris. Ces secteurs sont entre eux en proportion définie. Maintenant, la somme de ces proportions constitue le poids du corps. Le poids corporel d'un individu normal adulte est stable à 1 ou 2 kg, c'est-à-dire on a un certain point défini, plus ou moins 1 ou 2 kg. Ce dernier, qu'on va soit acquérir ou perdre, d'accord? Ce dernier est fonction de taille et de l'âge, c'est-à-dire il est déterminé par la taille de l'individu et aussi par son âge. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, au fur et à mesure que le poids augmente, et aussi notre taille augmente. La taille augmente par processus de grossesse, de croissance, excusez-moi, de croissance, et l'âge, c'est fonction du temps, d'accord? Donc le nouveau-né à terme pèse, donc lorsqu'un nouveau-né à terme, c'est-à-dire 9 mois, pèse 3,5 kg et mesure 50 cm. Il va doubler approximativement son poids de naissance à 5 mois. Donc, après 5 mois de naissance ou de vie, ce nouveau-né va doubler son poids, c'est-à-dire il est en 6 kg, enfin 7 kg. Il le triple dans un an, d'accord? C'est-à-dire 3,5 fois 3. Aussi 7 fois 3, non. D'accord? Le poids idéal de l'adulte peut être déterminé, donc ça c'est pour le nouveau-né. On a parlé, voilà, le nouveau-né. Le nouveau-né à terme, il pèse 3,5, il mesure 50 cm, double son poids à 5 mois, dans un an, c'est-à-dire 12 mois, et triple ce poids de naissance. Maintenant, pour l'adulte, le poids idéal est déterminé par plusieurs manières, mais on peut aussi le calculer par la formule de Lorentz, qui dit que le poids idéal de l'individu adulte sain en kilogrammes vaut la taille en centimètres de cet individu, moins 100, le tout moins la taille moins 150, toujours en centimètres ici, que divisé par 4 si l'adulte s'agit d'un homme, que divisé par 2 si l'adulte s'agit d'une femme. Alors, approximativement, le poids idéal de l'adulte correspond au nombre de centimètres au-dessus du mètre. D'accord? Au-dessus du mètre. C'est-à-dire, par exemple, c'est 1 mètre ou 50. D'accord? 1 mètre 50. Donc, le poids idéal, 50 kg. D'accord? 1 mètre 50 cm. Voilà. Les poids pathologiques. Donc, on a parlé par rapport au poids normal. Et on a dit que le poids est fonction de la taille et de l'âge. Et lorsqu'on dit le poids corporel, le corps est constitué de ces secteurs. Donc, les variations portant sur ces secteurs, principalement le liquide extracellulaire, le tissu adipeux, plus ou moins la masse active et le tissu de soutien, c'est en fonction de ces variations que le poids du corps va se modifier. Alors, ces modifications peuvent être pathologiques. Donc, des variations portant sur la masse active ou sur la masse grasse qui ont le plus souvent une apparition progressive. Lorsque je dis une variation, ça peut être positive,
de toute façon, il s'agit de variations pathologiques, donc c'est quelque chose de négatif. Je vais dire soit un excès, soit une insuffisance pondérale. Et le plus souvent sont d'apparition progressive. Bon, on a déjà parlé sur le... Il n'y a pas que l'obésité et l'amaigrissement dans les variations, dans les poids pathologiques. Il y a aussi l'œdème, c'est-à-dire les variations portant sur le liquide extracellulaire. Chose qu'on a déjà étudié la fois passée lorsqu'on a étudié les troubles hydroélectrolytiques dans l'hyperhydratation extracellulaire. Il va y avoir une prise de poids. Et aussi dans l'hyperhydratation intracellulaire, mais dans le cas des poids pathologiques, on parle des œdèmes, chose qui est due à une hyperhydratation extracellulaire et pas une hyperhydratation intracellulaire. D'accord? Très bien. Donc, puisqu'on a déjà parlé sur ça la fois passée, je ne vais pas en parler cette fois-ci, alors que vous devrez savoir que ça fait partie des poids pathologiques, l'obésité, l'amaigrissement et les œdèmes. Les variations pathologiques du poids. Donc, qui ont le plus souvent d'apparition progressive. Alors que les états de déshydratation et les états d'hyperhydratation ou les états des troubles hydroélectrolytiques sont des états aigus. Donc, ne sont pas d'apparition progressive, d'apparition brutale. D'accord? Alors que les variations portant sur la masse active ou sur la masse grasse sont le plus souvent d'apparition progressive. On a l'obésité et l'amaigrissement. L'obésité est bien sûr responsable de l'excès du poids, alors que l'amaigrissement est responsable d'une insuffisance pondérale. Et on doit lui différencier de la maigreur. On verra par la suite. Bismillah, l'obésité, par définition, est un excès de masse grasse. Stocké dans les cellules du tissu adipeux. Ça, on le sait. D'accord? Conséquence d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques, c'est-à-dire ce qu'on apporte au corps, les entrées, et les dépenses énergétiques, c'est-à-dire la consommation de ces entrées. D'accord? Et aussi ce que notre corps demande, c'est-à-dire nous, comme êtres humains, on a passé d'un homme chasseur d'accord? Donc on a passé d'un homme qui chasse à un homme agriculteur qui fait peu de travail par rapport à un chasseur, à un homme, à partir de l'homme agriculteur, à un homme consommateur. Alors on mange beaucoup, on marche peu, on consomme beaucoup. C'est pour ça qu'on est consommateur, ou on est considéré maintenant comme consommateur. Et donc il y a eu un déséquilibre entre les apports. On apporte beaucoup et les dépenses énergétiques, on marche peu, donc on aura peu besoin d'énergie. Alors qu'on apporte beaucoup, comme étant on a vraiment besoin de l'énergie. Et donc tout ça sera stocké, il ne sera pas mobilisé. D'où l'obésité, d'où l'excès de masse grasse stockée dans les cellules du tissu adipeux. Étude sémiologique, c'est ça la sémiologie. Donc on va étudier. L'étude sémiologique comporte deux parties, l'interrogatoire, l'examen clinique. L'interrogatoire va essayer de chercher les modalités de prise de poids, l'âge de début, les circonstances d'apparition, par exemple la durée, c'est-à-dire ceci est d'apparition, cette obésité est d'apparition, est-ce qu'elle est d'apparition progressive, et on doit mentionner durant un mois, durant 2 mois, durant une année, est-ce qu'elle est d'apparition brutale, d'accord? Et comme ça, on va s'orienter vers l'étiologie, et en s'orientant vers l'étiologie, on va orienter notre diagnostic, d'accord? Donc, il va chercher les modalités de prise de poids, l'âge de début, les tailles vestimentaires successives, rechercher si la prise pondérale a été progressive, comme j'ai dit, en quelques années, ou rapide en quelques mois. Et les circonstances déclenchantes. Est-ce qu'il y avait un choc émotionnel ou affectif? Généralement, ça considère surtout les filles adolescentes
en âge de puberté, voire les femmes mariées, donc on parle de contraception de grossesse, voire de ménopause. Parce que lors de la ménopause, c'est l'HDL cholestérol, c'est-à-dire le bon cholestérol qui va diminuer. Plutôt, oui, il va diminuer. Donc, lors de la, il va diminuer, c'est parce que les hormones chargées de garder une certaine concentration dans le sang, lors de la ménopause, elles vont diminuer. Les hormones féminines, les oestrogènes et le progestérone. Donc, mais dans ce cas-là, c'est l'œstrogène qui est responsable. Donc, puisque l'œstrogène il va vraiment diminuer, donc l'HDL cholestérol, le bon cholestérol va diminuer. Et comme ça, il va y avoir, on va perdre, lors de la ménopause, la femme va perdre la protection assurée par ses hormones grâce aux HDL cholestérol. Et donc, puisqu'elle va perdre cette protection, elle devient plus susceptible aux maladies métaboliques, l'obésité, etc. D'accord? Très bien. Parlons de la femme, en faisant une comparaison entre l'homme et la femme. L'homme est plus susceptible aux affections cardiovasculaires parce qu'il est plus susceptible d'avoir le phénomène d'athérosclérose parce que l'HDL cholestérol chez l'homme est de bas niveau par rapport à la femme. Et donc, vive les hormones chez la femme. Donc voilà, c'est les hormones qui nous protègent. Donc, choc émotionnel et affectif. Aussi, comme circonstance, il peut y avoir réduction de l'activité physique, sévrage de tabac, l'arrêt de tabac, voire iatrogène, c'est-à-dire des médicaments, c'est-à-dire obésité iatrogène d'origine médicamenteuse. Réduction de l'activité physique parce qu'il ne va pas y avoir de mobilisation de cette graisse stockée dans les cellules du tissu adipeux. Donc elle sera toujours stockée. On ne va pas la mobiliser, on ne va pas la consommer parce qu'il y a peu d'activité physique. L'excès de stock va conduire à un excès de poids. Le sévrage de tabac, c'est parce que un individu tabagique, c'est un individu qui présente une anorexie, une inappétence, c'est-à-dire qu'il mange peu. L'appétit naqsa. Et donc, sévrage de tabac va augmenter l'appétit. Donc, il sera là aussi un excès de masse grasse, surtout qui يحبسوا هكا soudainement, mais يحبسوا de façon progressive. l'appétit تاعها عليه تكون كبيرة بزاف يبدا غير يخلط ياكل hop. Généralement, تكون d'installation rapide par rapport aux autres. Iatrogène, c'est-à-dire d'origine médicamenteuse. L'origine médicamenteuse, on peut citer le traitement par les dérivés cortisones, les antidépresseurs, les neuroleptiques. Ça, c'est pas vraiment très important, mais c'est juste à savoir. L'examen clinique. L'examen clinique a 4 objectifs. Apprécier le degré de surcharge pondérale. Pour ça, il y en a plusieurs gestes à faire. C'est-à-dire, pour apprécier le degré, il y en a plusieurs gestes. Parmi eux, on peut calculer l'IMC, le Body Mass Index, l'indice de masse corporelle, qui vaut le poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille, en mètres. D'accord? Donc, l'unité, c'est kilogramme par mètre carré. Mesure du pli cutané. En fait, c'est pas le même principe que des hydratations extracellulaires. C'est-à-dire, mesure du pli cutané, circonférence brachiale, c'est presque la même chose. C'est-à-dire, on va apprécier le degré de la masse grasse. Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, on peut utiliser le compas de Harpenden. Ce compas, il va pincer la peau comme vous voyez ici, à ce niveau. Et en pinçant la peau, on peut savoir ou estimer à peu près le degré de la masse grasse. D'accord? On peut faire aussi l'évaluation de la masse grasse par densitométrie. D'accord? On va chercher par densitométrie la distribution de la masse grasse dans le corps. Comme vous voyez ici, ce gars-là présente peu de graisse ou de masse grasse par rapport à ces deux gars. D'accord?
d'accord? Attention, pour un BMI équivalent, la distribution du tissu adipeux peut varier, le risque vasculaire également. Alors, une femme de 49 ans, une femme de 41 ans présentant approximativement le même BMI, c'est-à-dire qu'elles font partie de la même classe, d'accord? c'est-à-dire le BMI تاعهم راهو normal, يبان لك normal parce que الأولى عندها 23,5 والautre تاع 41 ans عندها 24,1 normalement. Essentiel que ce soit 23 ما يهمناش مور لا فيرغول 23 24 مازالهم في لي نورم. هامليك لي نورم تاع l'IMC normal, surpoids, obésité primaire ou modérée, secondaire ou sévère, tertiaire ou morbide, d'accord? Voilà. Donc هما مازالوا في les normes 23 24 appartient à cet intervalle, mais le risque vasculaire est variable en fonction de la distribution du tissu adipeux. Ici, le BMI est كبير par rapport à ici. Donc normalement, si on pense, هذه اللي عندها اللي راهي plus approché vers le risque de surpoids. هذه le plus اللي يكون لو كان تزيد من نوعها كيولي عندها le surpoids. Mais هنا عندها un excès de tissu adipeux sous-cutané تحت la peau, alors que celle-ci, la femme هذه تاع 49 ans, malgré عندها un BMI de 23, mais يعني راهي في les normes, راهي déjà idéal, alors que عندها un excès de tissu adipeux viscéral. C'est la graisse viscérale qui pose un problème, ce qu'on appelle l'obésité androïde, distribution androïde de graisse. Type 2, plutôt type 4, d'accord? Elle est typiquement masculine, elle est comme une pente, qui m'a le gars, d'accord? عنده une graisse viscérale, où la graisse viscérale pose beaucoup de problèmes. Elle va gêner le fonctionnement des viscères, etc. Donc il y a les plus عندها les complications, ou la présente le plus les complications. Alors que donc il faut vraiment faire attention, d'accord? تشوفوا البي ام اي seul ما راهوش suffisant. C'est pour ça لازم نديرو le périmètre abdominal. On doit mesurer le périmètre abdominal et comme ça on peut estimer à l'examen clinique seul, يعني sans investigation complémentaire كيما هنايا, à l'examen clinique seul la graisse viscérale. ما نديروهاش عند l'ombilic. voyez شوفوا هنا l'ombilic وين راهي لهنا, d'accord? donc لو كان نحبوا نديرو البيريمتر يخرج لنا هنا قليل, alors que هاوليك هنا le périmètre. En expiration, le patient il compte debout, en expiration douce, عادي, à mi-distance, منتصف المسافة si vous voulez, à mi-distance entre la dernière côte flottante et la crête iliaque supérieure, ou la partie supérieure de la crête iliaque. Maintenant, selon l'IDF, حنا ما نتبعوش هادو تاع les américains, هادي تاع الشرق الأوسط وتاع العرب وكاع. l'IDF تاعنا حنا. Un patient présente un risque ou un patient est considéré عنده un excès de tissu adipeux viscéral لو كان le périmètre abdominal تاعو يكون supérieur ou égal à 94 cm s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, supérieur ou égal à 80 cm. يعني لازم يكون أقل من هادو. Le périmètre abdominal لازم يكون inférieur à ces valeurs pour dire que le patient est loin du risque d'excès de tissu adipeux viscéral. D'accord? Très bien. هادو les normes تاع Tunisie, هادو تاع l'Algérie. D'accord, voilà. Donc on a terminé la première partie de l'examen clinique, où le premier objectif qui est apprécié, le degré de la masse grasse. D'accord, le degré de la masse grasse. Donc on a le BMI, le pli cutané ou la circonférence brachiale par le compas de Harpenden. D'accord. Ou là, la densitométrie, la répartition de la masse grasse dans le corps. Et le périmètre abdominal, parce qu'allez le BMI seul, il nous trompe, comme vous voyez ici. Donc لازم estimer la distribution du tissu adipeux pour écarter ou pour avoir une idée, si vous voulez, sur le risque vasculaire, à quel point
présente. Donc, qui compte le tissu adipeux viscéral en excès, il y a un haut risque. Qui compte faible, mais ça on peut le déterminer à l'examen clinique seul par la mesure du périmètre abdominal, patient debout, en expiration douce, à mi-distance entre la dernière côte flottante et la crête iliaque supérieure. On ne doit jamais placer le ruban à ce niveau, au niveau de l'ombilic. Jamais faire ça, d'accord? Alors, et en fonction de l'appréciation de degré de surcharge pondérale, on distingue les différents types, qui est le deuxième objectif de l'examen clinique. Donc, c'est déterminer le type. Donc, type 1, répartition harmonieuse, c'est-à-dire tout le corps qui de la masse grasse, d'accord, qui a un excès de masse grasse. Généralement, il s'agit si vous voulez dire, d'une obésité où il y a un excès dû à un excès de tissu adipeux ou de masse grasse sous-cutanée. Tissu adipeux sous-cutané, là où il y a une répartition harmonieuse, parce que la peau se voit partout. Donc, partout où il y a la peau qui est le tissu adipeux en excès, donc répartition harmonieuse. Là, le risque est moindre, parce que la répartition est harmonieuse. Normalement ici, gynoïde, non pas ganoïde, d'accord? C'est typiquement féminin. Ça veut dire quoi? Une graisse gynoïde, c'est-à-dire intéressant surtout la ceinture pelvienne, le bassin et les hanches, ainsi les membres inférieurs. Donc il faut penser à une poire. Qui n'a la obésité type 2 ou la gynoïde, pensez à une poire. Ou type 3 dite viscérale, d'accord, c'est un excès de masse graisse viscérale. Et type 4 dite androïde, typiquement masculin, concerne la partie supérieure du corps et la paroi abdominale. كاين اللي عندهم غير la paroi abdominale عيطولها viscérale, ou les hommes عندهم un excès de la partie supérieure du corps et de la paroi abdominale. Donc pensez à l'obésité type 4 ou androïde comme une pomme. Type 2 ou gynoïde, la femme est une poire, l'homme est une pomme, d'accord, comme ça. Il existe aussi l'obésité mixte, voilà, aussi mixte ou la de répartition harmonieuse, et cushingoïde, c'est-à-dire par rapport au syndrome de Cushing, qui est une obésité facio-tronculaire, c'est-à-dire concerne le tronc, c'est-à-dire l'ensemble du thorax et de l'abdomen, et lorsqu'on dit facio, c'est-à-dire le visage, facio-tronculaire, le visage, le thorax et l'abdomen, ainsi qu'une partie du pelvis. شوية ماشي بزاف. هادشي كيقولوا التران سي l'abdomen et le thorax, pelvis وحده، بصح pour كيشونغويد شوية كاين في البلفيس. On peut chercher à l'examen clinique aussi le périmètre abdominal. Donc voilà ce que j'ai dit. Et voilà, les normes. Si vous voulez, lorsque l'homme arrive à ces valeurs supérieures ou égales 14 cm ou la femme supérieure ou égale 80 cm, on a un excès de tissu adipeux viscéral. D'accord? Troisième objectif de l'examen clinique, c'est rechercher les signes accompagnateurs. Les vergetures et la cellulite. Les vergetures, c'est des stries plus ou moins longues, plus ou moins larges, blanchâtres ou rougeâtres, siégeant au niveau de l'abdomen, les cuisses, parfois au niveau des seins. Elles correspondent à la rupture des fibres élastiques du derme. Vous savez que le derme, tissu conjonctif, d'accord, de la peau, contient des fibres élastiques, c'est pour ça que la peau est élastique, d'accord, et donc lorsqu'il va y avoir rupture des fibres élastiques, il va y avoir au niveau de la peau apparition des vergetures, c'est-à-dire des stries totales, plus ou moins longues, plus ou moins larges, blanchâtres ou rougeâtres, qu'on trouve le plus au niveau de la peau de l'abdomen, la peau des cuisses et la peau des seins. Elles se voient dans les obésités de constitution rapide et sont particulièrement nombreuses dans l'obésité cushingoïde facio-tronculaire. D'accord? Donc,
les vergetures concernent l'obésité de constitution rapide, mais surtout l'obésité cushingoïde, d'accord? La cellulite, deuxième signe accompagnateur majeur de l'obésité, qui est un épaississement qui prend de la peau, qui prend l'aspect de la peau d'orange, essentiellement au niveau des cuisses et au niveau des hanches. Je vais vous montrer les photos. Donc voilà les vergetures. D'accord, c'est à ce niveau. C'est des stries, donc plus ou moins longues, plus ou moins larges, de couleur rougeâtre. Il y en a aussi celles de couleur blanchâtre. Donc ici, des vergetures de couleur blanchâtre. Ici, rougeâtre, au violacé. D'accord? Siégeant au niveau de l'abdomen. On peut les trouver aussi au niveau des cuisses. D'accord? Elle est au niveau des cuisses. Voire au niveau des seins. D'accord? Maintenant, la cellulite. Donc, à ce niveau, on peut voir la cellulite. Donc, comme un épaississement de la peau. Donc, ça, vous arrivez à faire la différence. Ici, la peau est épaisse, pardon. Et elle prend l'aspect d'une peau d'orange. D'accord? C'est pas vraiment comme la peau d'orange, mais ça se voit que la peau est épaisse. D'accord? Très bien. Qu'on voit aussi, surtout au niveau des hanches, à ce niveau. D'accord? Et au niveau des cuisses. Voilà. Alors, voilà les signes accompagnateurs. Le dernier objectif de l'examen clinique lors de l'obésité, c'est dépister les complications. Complications mécaniques, respiratoires et métaboliques. Mécanique, arthrose des genoux et des hanches, troubles de la statique vertébrale, respiratoire, insuffisance respiratoire chronique qui peut évoluer vers le syndrome de Pickwick. Vous allez étudier ça sur le respiratoire, unité cardio-respiratoire. Métabolique, complications métaboliques, diabète, athérosclérose, la plaque athérosclérotique qui constitue le risque principal ou la principale étiologie d'affection cardiovasculaire, la goutte et l'hyperlipidémie. L'hyperlipidémie راهي باينة. Diabète باين. Athérosclérose, j'ai dit, il s'agit d'une plaque lipédique. Genre comme هنايا un vaisseau, d'accord, un vaisseau sanguin. هي اللي تخلي نديرو بالروج. Donc le vaisseau sanguin à ce niveau, donc il va y avoir constitution d'une plaque lipédique. Aide la plaque lipédique. Donc voilà la plaque. La plaque lipédique, c'est une lésion qui va se former au niveau de la paroi interne du vaisseau sanguin, constituée de lipides et de cellules. D'accord? Sont constitués de lipides et des cellules inflammatoires. Donc comme vous voyez ici, on a l'artère, la lumière, et cette lumière est occupée d'une partie par la plaque d'athérosclérose. Ici on trouve le corps, c'est-à-dire c'est pas le corps juste, c'est le corps nécrotique constitué de lipides, de cellules sanguines mortes, et de cellules inflammatoires. Et ici, on trouve une cape fibreuse qui va se durcifier. Cette cape fibreuse, elle va se durcifier. Ou le corps nécrotique, يبدأ يكبر aussi. Donc, يبدأ يكبر وهذا يدurcifier, يكبر وهذا يدurcifier. Donc, تولي شغل مزيرة بزاف. D'accord, تدي بلاصة من la lumière sanguine. Donc بكري إلا كان لو sang يجوز هكا كامل هاد البارتي كامل هاد لا lumière كانت تنطي دو sang. maintenant راه يجوز غير هكا، وكل ما تزيد تكبر هي تزيد تدي حتى توصل لهنا، حتى يولي لو sang يفوت غير لهنا. داكوغ،
ou les organes هذوك تبدا دير لهم une ischémie, c'est-à-dire insuffisance de la circulation sanguine vers un tissu ou un organe. D'accord? Voilà la plaque d'athérosclérose. Le goutte, c'est quoi? Le goutte, il s'agit d'une pathologie articulaire qui est due à l'accumulation de l'acide urique dû à une hyperuricémie. D'accord. Donc, on va passer à la diapositive suivante. ما نقدرش نشرح لكم toutes les notions qui sont présentes maintenant parce que au fur et à mesure que vous avancez dans les cours, vous allez comprendre. D'accord? parce que انا ثاني كيما نتوما نبقى نحوس على شنو هذه قلت كامل او lieu نكمل لا سيميولوجي بونديرال نتاعي ونروح نشوف من بعد peut-être نكمل بكري ونحوس على هذو في غادي انا نبقى نحوس c'est quoi l'athérosclérose, c'est quoi le goutte, c'est quoi l'hyperépidémie, c'est quoi le syndrome de Pickett, tout ça نسيب روحي نضيع في الوقت. نتوما شدوهم هكا كي يكون عندكم الوقت ديجا نتوما vous allez avancer dans les cours et au fur et à mesure vous allez comprendre tout ça. D'accord? ما تضيعوش الوقت معاهم تفهموا هادو les choses importantes. C'est quoi les signes accompagnateurs? Je comprends بلي كاين complications mécaniques respiratoires métaboliques. حنا شفنا ديجا هادي بلا ما نحفظها راني عارفه بلي les personnes obèses هذوك les obèses يجوا شغل عندهم ما يمشوش مليح شغل يمشوا بديفيكولتي la respiration تاعهم عيانه. داكور جينيرالمون يكونوا اسوسيي يكون عندهم ديابيت او صارت لهم اوبيزيتي ولا اوبيزيتي بدات لهم ديابيت. داكور يقدروا تلقاهم ديابيتيك و hypertendu ou obèse en même temps. Tout ça est regroupé, tout ça est dû à un même facteur de risque اللي هو le syndrome métabolique. Bon, je vais pas parler sur le syndrome métabolique maintenant, une petite introduction au syndrome métabolique. D'accord, c'est pas sorcier, d'accord, c'est simple. Les étiologies, on a les causes génétiques, les comportements alimentaires. Les comportements alimentaires, vous pouvez y aller à la page numéro 13, d'accord, 13 du précis de sémiologie, Rosemary Hawlaji. Vous pouvez trouver les comportements alimentaires, compulsion, grignotage, boulimie, d'accord, mais ils ne sont pas vraiment importants, mais quand même vous devez les savoir. Manque d'exercice physique, d'accord, les causes d'endocrinopathie, hypothyroïdie, parce que les hormones thyroïdiennes assurent la consommation de l'énergie, c'est-à-dire assure la consommation des sources d'énergie, hein, le glucose, les lipides, les protéines, tout ça. Certains tumeurs, d'accord, les glandes, les facteurs hormonaux, la grossesse, le sévrage du tabac, certains traitements, comme j'ai dit, les antidépresseurs, les neuroleptiques, les dérivés cortisone, les régimes trop restrictifs, c'est-à-dire d'ailleurs un régime, on a déjà un obèse. يكون داير un régime, هذاك le régime est trop restrictif, شغل vraiment tough diet كيما نقولوا tough diet. هذاك tough diet كي شغل يدير له réaction, هذيك الرياكسيون il s'agit d'une obésité. d'accord, سما إلا كان هو عنده زعما غير un surpoids كيدير un régime trop restrictif تولي عنده obésité. Difficultés psychologiques, professionnelles, familiales, c'est-à-dire les chocs émotionnels et antécédents personnels, par exemple هذه داخله presque في les causes génétiques ou même les comportements alimentaires. Alors on a terminé l'obésité, on a terminé les objectifs de l'examen clinique, comment interroger, comme on a dit on doit rechercher les modalités de la prise de poids et les circonstances déclenchantes. On doit aussi rechercher leur comportement alimentaire, les dépenses énergétiques et on doit faire une enquête psychologique. Lorsque je dis les modalités de la prise de poids, c'est-à-dire est-ce que c'est de façon progressive, est-ce que c'est de façon rapide, tout ça, les circonstances déclenchantes, bien sûr le comportement alimentaire, كيفاش ياكلوا شنو هما الحوايج تاعو اللي ياكلهم, est-ce qu'il ياكل healthy food ولا عنده ce qu'on appelle la compulsion alimentaire,
يعني il va consommer un aliment donné. D'accord, يبقى ياكل فيه بزاف, consommer بزاف. Par exemple, le plus souvent c'est les glucides, ياكل السكر بزاف. Le grignotage, c'est-à-dire un individu qui mange sans arrêt de petites quantités. Tout le temps تلقاه ياكل, tout le temps, mais de petites quantités. Ou la compulsion alimentaire, le grignotage est une conséquence de l'anxiété. La boulimie, c'est-à-dire l'individu ماهوش جيعان, en dehors de toute faim, il va ingester de grandes quantités d'aliments de toutes sortes. ياكل أي حاجة en grande quantité et en dehors du faim. C'est ça la boulimie. Ou les dépenses à l'interrogatoire, on doit aussi rechercher les dépenses énergétiques. Est-ce qu'il y a le sport ou شنو هي la profession تاعو. Un individu il est toujours قاعد في البيرو, ماشي كيما un individu qui bouge, اللي الخدمة تاعو تعتمد على الموفمون. D'accord, c'est selon la profession. Aussi, est-ce qu'il pratique le sport, est-ce qu'il boit de l'eau. D'accord, parce que l'eau favorise ou aide à les réactions biochimiques et donc favorise le catabolisme et donc favorise la mobilisation de la graisse et donc favorise la perte de poids. Et on doit rechercher à l'interrogatoire aussi, on doit faire une enquête psychologique, c'est-à-dire déterminer le profil psychologique intérieur. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux, d'accord, tout ça. Les antécédents familiaux, c'est autre chose qu'on doit rechercher. Je suis d'accord avec l'enquête psychologique, désolé. C'est-à-dire, généralement, qui m'a fait ça, Marie Hamlegir, 8 fois sur 10, on retrouve une obésité chez l'un des parents. Qui تلقى un enfant obèse, تلقى واحد من Normalement, j'ai terminé cette partie. Je me souviens pas depuis cette fois des haka soudainement, donc c'est où écoute exactement. J'espère qu'on peut mettre. Donc on va passer à l'amaigrissement. Par définition, est une perte de poids en rapport avec la diminution de la masse grasse active. Il s'agit d'un symptôme important d'un grand nombre de maladies. C'est vrai. La plupart des gens qui مرضوا ينقصوا في البويض يقول لك puisque مرض تحبط في الميزان. D'accord, un grand nombre de maladies. Il doit être différencié de la maigreur, qui est une insuffisance pondérale non pathologique. Non pathologique, c'est quelque chose naturel, un état stable constitutionnel, c'est-à-dire le poids de l'individu depuis l'enfance ou depuis l'adolescence est insuffisant, qui ne s'accompagne d'un trouble. كاين الناس مهما تاكل تقول لك انا مهما ناكل نبقى ناقصه هما طبعهم هكا دايرين, هما عندهم سكون لا ميغرور, ما يزيدوش بزاف. داكوغ, ما يزيدوش واش ياكلوا يبقاو هما هكا. دونك سي quelque chose qui est constitutionnel, génétique. Étude sémiologique, toujours interrogatoire et examen clinique. L'interrogatoire de l'amaigrissement vise à rechercher aussi, comme on a dit, les modalités de prise de poids pour l'obésité, non pour le de perte de poids. Donc la rapidité et la quantité de la perte de poids. La valeur sémiologique est d'autant plus grande que celui-ci est plus massif, c'est-à-dire la quantité de perte de poids est plus massive et aussi la rapidité est d'autant plus grande que celui-ci est plus massif, quantité, et plus rapide. Quelques semaines il bénéficie de l'inqas grave. Symptômes importants, يعني on cherche مع l'amaigrissement, مع la perte de poids, la quantité ou la rapidité, on cherche un symptôme important de l'amaigrissement اللي هو l'inappétence ou l'anorexie. يعني le patient il va perdre l'appétit تاعو, تروح له الشهية. Et on va rechercher des signes accessoires associés اللي هما les troubles digestifs. Par exemple, c'est une diarrhée chronique. D'accord, صراولو des vomissements, صراولو des nausées ou là une asthénie. D'accord, هادو كامل nous oriente vers l'origine de l'amaigrissement. Par exemple, s'il y a une asthénie, des troubles digestifs, une appétence ou là, ça nous oriente vers une maladie. D'accord, mais si
On va chauffer en fonction de ces différents critères recherchés à l'interrogatoire le type de l'amigrissement et donc son étiologie, son origine. L'examen clinique va essayer d'apprécier l'état du panicule adipeux, c'est-à-dire en cas d'amigrissement important, la peau devient flasque, paraît trop grande pour le corps. Ceci c'est surtout visible au niveau des bras, au niveau des cuisses et au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire la peau تبان كاينه بزاف لا peau la peau يرفدها التيسيو adipeux sous-cutané. كي ينقص هو تبدا هي تبان طايحه على لو كور شغل جو با كيفاش نفهمكم تبان فلاسك هكا مرخيه كاع واش كاين داكوغ. ceci نشوفه surtout au niveau des bras, au niveau des cuisses et au niveau de l'abdomen où le tissu adipeux sous-cutané est important, ainsi que l'état des masses musculaires au niveau des mollets et au niveau des bras, parce que là où il est le plus visible au niveau des mollets et au niveau des bras. On peut apprécier l'état des masses musculaires, donc on doit apprécier l'état du panicule adipeux et l'état de la masse musculaire. Donc en cas d'amigrissement, surtout qu'il y a unamigrissement important, oui, le panicule adipeux que ناقص بزاف, donc la peau de flasque est trop grande pour le corps. Ça se recherche au niveau des bras, au niveau des cuisses et au niveau de l'abdomen. Et on doit aussi apprécier la masse musculaire au niveau des mollets et au niveau des bras. Les causes, en fonction du type de l'amigrissement. On a un amigrissement avec anorexie, amigrissement avec conservation d'appétit, avec anorexie. Soit présente trois origines, soit d'origine psychologique, dépression nerveuse, par exemple l'anorexie mentale, ou la nerveuse aussi, l'origine digestive, ulcère gastrique, d'accord. Et il y a un ulcère au niveau de l'estomac ما راهيش دير digestion bien comme il faut, l'absorption ne sera pas bien comme il faut parce que les nutriments ما راهمش vraiment simples pour être absorbés et donc le corps ne va pas vraiment se bénéficier. C'est là un amaigrissement. Les maladies générales comme le cancer ou tuberculose, oui, il dit un amaigrissement avec anorexie. Donc l'anorexie, c'est un critère, si vous voulez, de malignité de l'amaigrissement. L'amaigrissement avec conservation de l'appétit par augmentation des dépenses énergétiques, par exemple, hyperthyroïdie, médicaments ou là. C'est-à-dire, le patient garde toujours son appétit, mais la consommation de l'énergie زادت بزاف. Ou là, excusez-moi. Ou là par perte digestive, diarrhée chronique, tout le temps de diarrhée, donc il va perdre les nutriments. Le corps ne va pas se bénéficier, excusez-moi, avec les fessées, donc avec les matières fécales, et donc le corps ne va pas se bénéficier de ces nutriments, et cela a un amaigrissement. Et le diabète se crée insulinoprive. Le syndrome métabolique, le critère ou le facteur plutôt de risque majeur des variations pathologiques et de l'excès de poids portant sur la masse grasse active, l'obésité et le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est l'association de trois, c'est-à-dire en moins l'association d'un des trois, excusez-moi, c'est l'association en moins de 3 parmi les 4 paramètres présentés à ci-dessous qui traduisent un état d'insulinorésistance. يعني هو أنه 3 من هذه الأعراض، على الأقل 3 من هذا les symptômes، بصح ماشي les symptômes شغل نشوفوها من examen clinique ولا biologique, d'accord. Association de ces trois, d'au moins 3 de ces valeurs biologiques traduisant un état d'insulinorésistance responsable d'un syndrome métabolique qui peut entraîner plusieurs choses, من بيناتهم l'obésité, d'accord. La définition de l'IDF en 2005. Donc, شنو هما هذو les valeurs.
taux de triglycérides supérieur ou égal à 1,7 mmol par litre. HDL cholestérol bas pour l'homme, inférieur à 1,1 mmol par litre pour l'homme ou inférieur à 0,3 mmol par litre pour la femme. La tension artérielle élevée, soit systolique, soit diastolique, soit les deux en même temps, et la glycémie à jeun supérieure ou égale à 5,6 mmol par litre ou 1,1 g par litre. À jeun, supérieur ou égal à 1,1 g par litre. Donc لو كان ثلاثة برك من هادو نلقاوهم نديرو بيولوجي نلقاو par exemple glycémie comme ceci و la tension artérielle نديرو نقيسو la tension artérielle نلقاوها طالعة على شتيات نلقاوها هابط اللي هو لو بون كوليسترول يبقى نقولو نزيدو نتأكدو surtout بالبيريمتر abdominal c'est bon le patient عنده syndrome métabolique il y a داير obésité نزيدو نكملو bien sûr on doit confirmer le diagnostic de l'obésité ou le syndrome métabolique. Les autres critères, l'interrogatoire, l'étude sémiologique, apprécier le degré de la graisse, le type de l'obésité, rechercher les signes accompagnateurs et dépister les complications. Le diagnostic donc voilà. Association d'au moins 3 de ces valeurs avec le périmètre classe. On a posé que cette personne a un syndrome métabolique يعني le corps نتاعها عنده insulinorésistance. Donc ممكن جدا تصير له obésité voire diabète et donc comment dire il y a un haut risque d'affection cardiovasculaire parce que il dit syndrome métabolique HDL cholestérol bas donc triglycéridine طالعه بزاف donc يقدر يطلع لهم ليبيد بزاف في الدم يدير لهم plaque d'athérosclérose ce qui est très mauvais pour le système cardiovasculaire surtout parlant des hommes la femme en moi quand même راهي HDL حتى يوصل من inférieur à 1,3 parce que la femme elle est protégée par ses hormones les hormones تاعها هما اللي يخليو ال HDL cholestérol يكون طالع par rapport à l'homme d'accord. Les hommes humains les présentent le plus le risque d'affection cardiovasculaire. Et normalement, on a fini le cours. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, voilà. Et si vous avez des questions, posez-les. Des propositions, des vidéos, des leçons que vous n'arrivez pas à saisir. Et voilà, bon courage.